Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer depuis 25 ans maintenant que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Nous construisons, selon moi, le paradis pour nos futurs descendants et on l'ignore. Alors évidemment, ce travail concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre destinée. Voilà, et j'essaie de démontrer cette aventure de façon pertinente, de façon rationnelle. C'est pas voilà, nous étions à un point A, nous sommes à un point B. Si on trace une ligne entre les deux, entre le moment où nous étions des primates naturels et le moment où nous sommes aujourd'hui, et si on prolonge cette ligne d'évolution, ce que nous faisons évoluer, maîtrise du comportement, maîtrise de l'environnement, maîtrise du questionnement, eh bien on arrive à un point de perfection, voilà. Et ce point de perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement totalement universel, la fin des frontières, le 100% écologique, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, donc un état de paix, de sérénité, d'amour, quoi. Voilà. Donc, en réalité, ce dont ont parlé les religions depuis leur début, les religions ont imaginé cette finalité, ont imaginé et ont travaillé à ce que l'humanité aille vers cet état d'amour absolu. Voilà. Toutes, en réalité. Alors voilà, donc pour préciser cette théorie, je m'appuie souvent sur des audios que je rencontre, et là, le travail se fait sur les chemins de la philosophie. C'était une émission de France Culture qui parlait de philosophie, et là, qui était consacrée à ce moment-là à Platon, au livre La République de Platon. J'ai fait les 4 premiers épisodes, il y en a 8, et là on entame le numéro 5. Le numéro 5 est consacré à quoi servent les philosophes. Voilà la question qui sera posée. Alors, je précise que je ne suis pas un universitaire, ce travail est vraiment intuitif et il sert essentiellement à démontrer que l'humanité va vers sa perfection. Voilà. Il sert à démontrer ma théorie. Ça, c'est la base. Après, je suis un aficionados de Platon. Pour moi, Platon, c'est le peu de choses que j'ai lues. J'ai pas tout lu, mais c'est extraordinaire. Voilà, il y a un niveau de pensée, de réflexion. Mais c'est ce que je pense également de tous les grands mystiques. C'est ce que je pense des soufis, des mystiques bouddhistes, c'est ce que je pense des grands philosophes. Globalement, je suis hyper bon public par rapport à tous ceux qui se posent réellement des questions. Pourquoi nous sommes là, qui cherchent à comprendre le monde. Et tout ça, je trouve ce travail vraiment intéressant. Et donc, voilà. Alors, pour moi, Platon a raison. Et la seconde chose, c'est que quand je dis l'humanité va vers sa perfection, elle va vers l'extase facile. L'extase, c'est ce dont parlent les soufis, par exemple. C'est ce dont parlent les moines tibétains. C'est ce dont parle, ça va s'appeler l'éveil dans le bouddhisme. C'est ce dont parle Bouddha. C'est ce dont parlent les grands spirituels hindous. C'est ce dont parlent les grands spirituels du judaïsme ou du christianisme. Voilà. Donc, cet état d'extase, c'est un état particulier et c'est ce que cherche à atteindre l'humanité, à mon sens. Voilà. Et pour atteindre ça, c'est pas une humanité débordante, une humanité pleine de peps, de violence, il faut la violence, l'agressivité, la compétition, c'est un des moteurs pour atteindre cette sagesse. Mais on est obligé de passer par cette étape de testostérone, de violence, de compétition, etc., etc. Ça fait partie du chemin. C'est
le type d'évolution, comme pour l'évolution d'un humain, eh ben, il doit passer par la période de l'adolescence où il va faire les 400 coups, il va essayer de se mesurer aux autres, il va risquer un peu sa peau pour voir ce que ça fait. Voilà, ça correspond à ça. Et puis, il rentre dans l'âge adulte, il va se battre avec les autres, il va, pour construire son petit nid, pour faire son truc, etc. Il doit agir comme ça, et puis il atteint normalement la sagesse, la vieillesse, la sagesse, et dans la sagesse, eh bien, il commence à comprendre que tout ce vers quoi il a couru, c'était vain en réalité, il a perdu son temps à courir derrière tout ça, mais bon, ça a été son parcours, et s'il est à peu près tranquille, il est réconcilié avec ce qu'il a fait. Il est heureux de son parcours, il a transmis, il a essayé d'être le meilleur possible, il a essayé de faire le plus de bien possible, voilà, d'agir le plus en conformité avec les règles morales, éthiques et sociales de l'humanité, d'aimer les autres, etc. Voilà. Et puis, il part en paix dans ces cas-là, voilà. Et l'humanité, c'est un petit peu ça, elle va vers cette sagesse. Alors après, je ne sais pas si c'est l'extinction, si c'est ça. Moi, je me contente d'essayer de décrire un chemin possible de l'humanité, celui que je crois être le parcours de l'humanité. C'est pas quelque chose que je souhaite, c'est pas quelque chose que je désire, que je voudrais, etc. J'essaie d'expliquer que c'est ça, c'est inévitable, on va vers ce point. Voilà. Alors après, chacun se fait son idée là-dessus. Pour moi, je trouve ça bien, parce que j'ai expérimenté l'extase de façon accidentelle, et j'ai compris que dans l'extase, c'est la sensation la plus haute qu'un esprit humain peut atteindre. Voilà. Alors, donc, la façon dont je pratique sur... Et je pense que Platon a expérimenté l'extase par rapport à ce qu'il écrit, et surtout dans la République, il a expérimenté l'extase. Voilà. Ça me paraît évident. Voilà. Et tous les philosophes présocratiques, j'ai travaillé un peu sur les présocratiques avant cet épisode-là, eh bien, ils ont, à mon sens, expérimenté l'extase et ça se sent dans leurs écrits, même s'ils n'en parlent pas directement. Alors, je lance et puis je découvre en même temps. L'épisode 5, je l'ai pas écouté. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Philippe, sociétaire pro et entrepreneur à Dijon, a dit... Quand on a créé notre entreprise, on avait la volonté d'avoir un assureur. Ah là 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 là, ignorer, c'est là. Bon, on coupera. On essaiera. République de Platon. Je ne sais pas pour du tout excuser Platon, mais il faut rappeler que la pratique de la sélection et l'exposition des enfants était monnaie courante dans l'Antiquité. Voilà, alors, c'était des choses que l'on faisait. Pour resituer, il y a dans la République la réflexion sur la société idéale, sur la cité idéale, parce que pour Platon, c'était la cité qui était son horizon. C'était surtout ça. Il pouvait pas, l'ONU n'avait pas été imaginé, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les réseaux sociaux, le téléphone ou les avions pour aller à la rencontre les uns des autres, tout ça, ça n'existait pas. Donc, son horizon, c'était la cité. Donc, ce qu'il cherchait, c'était la cité idéale, la cité parfaite, en fait, la cité saine, la meilleure cité. Et cette meilleure cité, c'était pas une cité de débauche et de profusion et de militaria et d'armes et de guerriers, etc. C'était la cité en bonne santé, c'était une cité qui était dans la modération absolue, qui se contentait du minimum, bien, voilà, pouvoir manger, pouvoir boire, et puis c'était pas manger pour se régaler, c'était manger pour vivre, et puis l'intérêt, c'était d'être, justement, de jubiler de l'instant, d'être dans l'instant. Voilà, pour moi, c'est ça. Parce que sinon, il n'y a aucune raison d'être dans la modération.
la modération, l'épicurisme tel qu'en parle Épicure, c'est-à-dire se contenter de rien, être dans son jardin, l'amitié, l'amour, un peu de sexualité, voilà, des choses vraiment modérées. Ben c'est pas agréable, ça donne pas de on n'a pas forcément envie de ça parce que on vise autre chose, on a de l'ambition, la société nous pousse à autre chose. Et donc il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort pour que ça soit enviable. Et ce plus fort, c'est l'extase, c'est l'éveil, c'est cet état que permet justement la modération. L'immodération ne permet pas cet état-là. Il permet le plaisir, il permet des plaisirs. C'est pour ça que les gens qui sont riches, ils atteignent le plaisir, mais ils atteignent pas le bonheur. Ils touchent pas le bonheur. Le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est peu de choses. Moins il y a d'emmerdement, mieux c'est. Tu possèdes rien, tu as juste tes amis, tu es au soleil, tu te balades, tu fais des petites choses, voilà, c'est ça, c'est à partir de là qu'on voit le bonheur, c'est l'être que tu aimes à côté de toi, tu en convoites pas des milliers, tu es bien avec, tu as trouvé le compagnon ou la compagne que tu désires, tu te sens bien, tu as tes enfants, voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça, là, on accède au bonheur. Le plaisir, c'est autre chose. Le plaisir, c'est une autre chose. Voilà. Et la société, elle est faite pour le plaisir. C'est des choses que l'on faisait. Oui, mais Platon pense à la justice. Il nous propose une cité où on tue les nouveau-nés. Cette cité juste dont il parle, et effectivement, il y a tout un tas de choses qu'on peut. Je l'ai pas lu, mais d'après ce qui est dit là, et ben voilà, il y avait une sorte de sélection des espèces. Les nouveau-nés qui étaient pas aptes ou qui étaient fragiles, il y avait de l'eugénisme, et ça correspondait à, évidemment, c'est horrible, c'est une horreur, et justement, je le démontre sur mon site Mécanique universelle, dans la partie qui est consacrée, vous tapez eugénisme à l'intérieur, je démontre que la société actuelle, elle est dans l'eugénisme, justement. Elle essaye d'écarter tout ce qui lui paraît improductif. Le néolibéralisme fait de l'eugénisme. Il écarte, il flingue en fait ce qu'il pense être des improductifs. Et on le voit aux États-Unis avec ces rues entières de personnes qui ont été éjectées du système, qui vivent là dans la drogue et dont personne ne s'occupe, ou juste l'entraide, quoi. L'État ne s'en occupe pas parce que pour lui, ils sont inutiles, alors que je démontre toute leur utilité, justement, l'utilité de ce monde-là. Et là, on le montre pas, les médias ne le montrent pas. S'ils le montraient, là, on verrait l'utilité de ces gens qui, par leur souffrance, nous interpellent la société et obligent la société à évoluer. Donc on y va. Et où on tue les nouveau-nés. Ah, mais parce que pour lui, il n'y a pas de droit. La question des droits des enfants ou des droits de l'homme, c'est une question qui ne se pose absolument pas. La République de Platon, saison 2, épisode 1. À quoi servent les philosophes ? À quoi servent les philosophes ? Rassurez-vous, ça ne sert à rien. Si c'est pour servir à quelque chose, en effet, ça ne sert à rien. Parce que la philosophie n'est pas un ustensile. Une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc. Une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir ? À penser ? Alors, là, c'est Jean Kelevitch. Voilà, si vous voulez vous régaler avec quelqu'un qui... d'ailleurs, la plupart des gens qui interviennent, qui parlent de philosophie, ont une façon de l'expliquer. C'est une pure merveille. C'était des professeurs, et Sartre, lui, tout un tas de gens qui parlent de la philosophie et qui sont philosophes. Jean Kelevitch était philosophique, et vous trouvez ces vidéos sur Internet. Et c'est un régal de
dans sa voix. Ça peut servir à penser, ça ne sert pas plus à penser que les mathématiques, que l'algèbre par exemple, n'est-ce pas? Et puis servir est un mot déplaisant, qui n'est pas philosophique lui-même. Donc vraiment ça sert à rien. Bonjour Monique Dixot. Je me suis régalé à Bonjour, écouter bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie au lycée, à l'université Paris 1, vous êtes considéré par tous les platoniciens que je connais comme la spécialiste de Platon en France, en tout cas. Monique Dixot. Donc je suis ravie de vous recevoir à ce micro pour cette deuxième série d'émissions autour de la République de Platon, non pas autour, sur. Nous lisons chaque jour un des livres de la République de Platon. C'était le cas la semaine dernière jusqu'au livre 5. Nous commençons avec le livre 6, même si on va dire quelques mots de la fin du livre 5 que nous n'avons pas eu le temps d'aborder jeudi dernier. Une question que pose ce livre, qui est la même question d'ailleurs posée par Bernard Pivot à Vladimir Jankélévitch. À quoi servent les philosophes? À quoi sert la philosophie? Jankélévitch répond à rien, parce que le terme servir n'est pas celui qu'il faut employer lorsqu'on cherche à définir la philosophie. Il me semble que Platon apporte une réponse un peu différente dans ce livre. Oui, une réponse un peu différente dans ce livre 6 de la République. Oui. Si on entend servir à être un instrument qui aura un résultat avantageux, effectivement, la philosophie ne sert à rien. Sauf à procurer du plaisir à ceux qui en font. Bon. C'est vrai. C'est déjà quelque chose. Oui. Oui. Entre autres. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe? Et c'est la question qui est posée depuis la fin du livre 5 jusqu'au livre 7, en fait. Mais déjà, explicitement, tout au long du livre 6. Bon. Philosophe, c'est pas un mot que Platon a inventé, philosophie non plus. C'est des mots qui existaient avant lui. On a quelques textes qui le prouvent. Mais il leur a donné un sens complètement différent. Il leur a donné ce que nous appellerions un sens philosophique, justement. Et ce sens, il l'a inventé. Et qu'est-ce qui se passe depuis la fin de ce livre 5 jusqu'au livre 6? C'est que Platon invente le philosophe. Philosophe avant lui, oui, ça existait, c'était un mot de la langue, mais c'était un adjectif. On est philosophe. D'ailleurs, ça continue à être un adjectif pour nous aussi, dont il faut toujours se méfier, parce que j'avoue, j'ai du mal à supporter quand j'entends quelqu'un dire « je suis philosophe ». Non, c'est pas un prédicat philosophe, c'est pas un adjectif, c'est pas une propriété. C'est une nature, va nous dire Platon. Si c'est une nature, Platon, je réclame le droit de me dire philosophe, parce que c'est ma vie entière du jour où je suis tombé sur la mécanique universelle, c'est ça. Mais c'est juste une façon de vouloir penser la vie plutôt que de la vivre, en somme. Voilà pour moi ce que ça veut dire. Le livre 6. Donc vous, c'est une manière d'être, c'est un sujet. Vous ne vous présentez pas comme philosophe, vous, Monique Dixot? Jamais. Jamais, évidemment jamais. Ce serait une grande prétention. Hein. Bon, non. Ça voudrait dire que je suis exactement comme Platon décrit le philosophe. Ça, c'est pas possible. Je n'ai jamais... Si, c'est possible, à condition de comprendre ce que ça implique, d'exigence, de monomanie d'une certaine façon. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, monomanie, c'est-à-dire on ne peut faire que ça. Il y a du soir où on se couche en se disant vivement demain que je me réveille et que je commence à faire de la philosophie, que je commence à continuer à réfléchir à moi, ce qui m'intéresse, c'est où va l'humanité. J'essaye de répondre à cette question. Freud essayait de répondre à qui sommes-nous. D'autres vont essayer de répondre à d'où venons-nous, etc., ou à d'autres questions. Mais ça occupe toute la vie. C'est la vie entière qui est consacrée à ça, qui est vouée à ça, au détriment, bien souvent, du reste.
malheureusement, du plaisir, des relations, de l'amour. Voilà, c'est la solitude, dans mon cas en tout cas, qui est majeure. De solitude aussi, pour penser, il faut être un peu seul, enfin, etc. Voilà, elle le dit d'ailleurs. D'efforts pour comprendre. Je n'ai pas entendu la vidéo. C'est comme ça qu'il va le définir, le philosophe. À la fin du livre 5 et le début du livre 6, c'est la même définition. Celui qui cherche à comprendre ce que chaque chose, aussi humble soit-elle, et Platon nous parle de navettes, de bouts de crasse dans notre dialogue. De micro. Eh ben, je me sens exactement aussi magnifiquement transcendante que le bien dont il va nous parler. Mais ça n'empêche pas de se demander chaque fois ce que cette chose est en elle-même, en vérité. Bon. Par conséquent, philosophe ne peut pas, et c'est ça le tournant de la République, c'est ce qui se fait à ce moment-là de la République, où philosophe ne peut plus être une propriété, il ne peut plus être un adjectif. C'est un sujet, c'est une nature différente. C'est un métier. Mais différente en quel sens? Pas parce qu'elle a plus un métier, même si on n'en vit pas. Moi, j'en vis pas, mais c'est un métier. C'est pour ça que la traduction par capacité, je vais l'éliminer. Elle a pas plus de capacité, elle a une puissance différente. Et capacité, puissance, c'est le même mot, c'est ça qui a été traduit par Pierre Pachet, dont nous utilisons la traduction toute cette semaine. Par capacité, vous dites non, c'est plutôt puissance. Non. Quel est le mot grec? Dynamis. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui... Le philosophe est un sujet. Ça ne peut être mis qu'au sujet. Seulement, ça, c'est exactement ce que Platon invente à ce moment de la République. Il a déjà un peu inventé dans le Phédon. Précisément, il a été question il n'y a pas longtemps ici. Je dirais que c'est la première fois, enfin, peu importe la chronologie, mais disons que dans une chronologie on peut accepter sans trop de difficulté, le Phédon serait le premier dialogue où le mot philosophe devient substantif. Le philosophe, les philosophes, il y a l'article. Le Phédon est un dialogue de Platon qui met en scène la mort de Socrate. Exactement. Comme par hasard. Bon. Donc, là, on a un philosophe qui va être sujet et qui va d'abord... c'est difficile par quoi? Parce que donc Platon l'invente, mais l'invente alors cette fois-ci tout au long du livre 5 à la fin du livre 7. Il invente une nature qu'il est nécessaire d'avoir pour une certaine occupation. Autrement dit, il dit justement, quand je définis des natures, je ne les définis pas dans l'absolu. Je ne dis pas absolument celui-là vaut mieux que tel autre. Pardon. Il les définit relativement à des occupations. Alors, quelle est l'occupation que doit avoir un philosophe? Eh bien, la philosophie, tout simplement, évidemment. Oui. Bon. Mais alors, c'est-à-dire quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Bon. Alors, quand on définit le philosophe, évidemment, on définit aussi son occupation, c'est-à-dire ce qu'est, entre autres, elle n'est pas que ça, mais c'est l'occupation du philosophe, et il définit la philosophie. Alors, la philosophie, ça va demander deux choses. D'une part, non pas un désir, un appétit comme quand on désire, voir aussi bien de la nourriture, bien sûr, etc., des boissons, mais que des belles choses. Il va être question de l'amateur de spectacle, celui qui désire toujours, enfin, il veut rien rater, celui-là, il veut aller à toutes les manifestations culturelles, pas rater un concert, pas rater une exposition, etc. Bon, on en connaît tous. Bon, il y a l'amateur de spectacle, de spectacle. Ça, évidemment, il est différent du philosophe. Alors, je pense que, justement, je découvre en même temps que j'écoute, là. Cet épisode-là, je l'ai pas écouté. En fait, c'est un don. C'est un don, mais un don de donner, du verbe donner. C'est le plaisir de donner à l'humanité, de donner au plus grand nombre, d'enseigner ce que faisait sans doute Jean Kelevitch quand il parlait, etc., à ses élèves, c'était ça.
C'est ce plaisir de donner qui va faire le philosophe. Les plaisirs, le plaisir d'avoir une bonne voiture, de faire un bon repas dans un gastronomique ou quoi que ce soit. Ça, c'est des plaisirs intérieurs, c'est des plaisirs pour soi, c'est des plaisirs pour, même si on va l'offrir à quelqu'un ou j'en sais rien. Mais il y a les plaisirs pour soi et il y a les plaisirs pour l'humanité. Et le philosophe, il est ouvert sur l'humanité. C'est de l'amour pour l'humanité, en réalité, son travail. Il est différent du philosophe. Alors, pourquoi est-ce qu'il est différent du philosophe? Justement, parce que le philosophe a une passion. Passion, je traduis comme ça, Eros. Eros, c'est l'amour, mais c'est un amour toujours exclusif, pour un grec. C'est-à-dire que l'intensité d'Eros, par rapport à l'appétit, l'épithumia ou des choses comme ça, l'intensité d'Eros fait que il y a une économie des désirs. Plus on a un désir fort et plus les autres faiblissent. Voilà. Et Eros a le désir le plus fort. Et par conséquent, tous les autres appétits cèdent. Et alors, je vais parler de mon cas, mais moi, la philosophie, le jour où je suis tombé dans la philosophie, peut-être une semaine après, 15 jours après, j'ai arrêté de fumer. Alors que pendant toute la première partie de ma vie, je ne pouvais pas arrêter de fumer, c'était impossible, et je m'étais complètement massacré le corps. Eh ben, la passion de la philosophie a éteint la passion de la cigarette qui me faisait du mal et que quand je fumais, j'arrivais plus je travaillais mal, j'arrivais pas à écrire, je travaillais sur la mécanique universelle, j'essayais de comprendre, j'essayais de découvrir pourquoi j'avais imaginé cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, donc ça m'obligeait à réfléchir à tout. Pourquoi il y a le mal? Pourquoi est-ce que le monde est déterminé? Ou est-ce qu'il y a le hasard? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Etc. Donc j'étais obligé de plonger chaque fois et j'étais passionné. Le soir, je travaillais 14-15 heures par jour, j'écrivais à l'époque et c'était pénible, c'était dur pour moi, je savais pas écrire. Il fallait que je domestique mon mental qui voulait tout le temps s'échapper, aller boire un coup au bistrot, faire autre chose, n'importe quoi. Mais là, j'étais obligé de le domestiquer pour essayer d'écrire correctement. Donc, il y avait quelque chose qui était comme ça. Et en fait, il fallait que je réponde à toutes ces questions. Et ça a écarté complètement. La cigarette, elle a été écartée en très peu de temps. Et très rapidement, je n'ai plus jamais pris une cuite. Alors que j'étais alcoolique, profond, je buvais je connaissais pas les limites, je buvais pour me faire du mal, etc. C'était un mécanisme suicidaire, vraisemblablement. Et donc, il y avait cette chose-là et qui faisait que le lendemain, pendant 2-3 jours, j'étais mal derrière. Voilà, je pouvais pas réfléchir, Et donc là, ça a été ça a impacté la philosophie et donc je l'ai arrêté. J'ai arrêté l'alcool aussi, mais de manière souple, quoi. Même si après j'ai pu boire, mais plus jamais, depuis 25 ans, j'ai plus jamais pris une cuite comme ça se passait avant. Voilà, donc je me suis plus jamais fait du mal. J'ai jamais plus fumé autre chose que voilà. Ça a été terminé. Cette chose-là, la passion était tellement forte que le reste c'était de la gnognotte, voilà, et j'ai plus jamais couru comme malgré le désert affectif dans lequel j'étais toujours en quête d'amour en fait. Là c'était pareil, ça a vraiment. Je peux tenir sans ça. Évidemment, il y a un manque. Il y a quelque chose, on aime tous avoir quelqu'un près de soi qu'on aime, parler le soir une fois que tu as fini ta journée, ton truc, pouvoir échanger, être dans l'amour, avoir les plaisirs de l'amour, etc.
eh ben tout ça, c'est secondaire. Bien sûr qu'il y a ce manque, c'est certainement le manque le plus intense maintenant, mais c'est supportable parce que la passion de l'amour est plus forte que tout. C'est-à-dire que quand on a une passion pour quelque chose, justement, on a pratiquement plus d'appétit pour de la nourriture, du vin, de l'argent, des honneurs, etc. On préfère absolument quelque chose. Voilà. Donc le philosophe est un être passionné par la vérité. La vérité. Exactement. Par la vérité. Ah, mais voilà. c'est clair. Et il va être dit au début du livre 6, la vérité mène le cœur de ses vertus et de ses qualités. C'est-à-dire qu'il va faire, si vous voulez, l'inventaire des vertus et des qualités du philosophe. Il dit, à chaque fois, il ne faut pas oublier que ces vertus et ces qualités sont en quelque sorte déduites de sa passion pour la vérité. Bon. Autrement dit, c'est pas la tempérance en général, le courage. Il fait pas le portrait d'un homme idéal. Si vous voulez, c'est toute la question. Non, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que le philosophe tel qu'il est décrit par Platon, cet amoureux de la vérité, existe véritablement, ou est-ce une sorte d'idéal régulateur vers lequel nous pouvons éventuellement tendre lorsqu'on étudie la philosophie? Alors non, mais même pas. Ça bien sûr, ça bonifie, ça fait des choses certainement, mais ça fait pas. Le philosophe, c'est pas quelqu'un de parfait. Loin de là. Au contraire, c'est pas. Voilà, il pourrait être vulnérable si on le sort de la philosophie. Il peut être vulnérable aux honneurs, à l'argent, au pouvoir, au sexe, à n'importe quoi. Et on le voit dans les philosophes qui sont médiatisés, qui passent. Voilà, que la société va faire rentrer et va amener du côté des personnalités, des gens de la célébrité. Eh bien, il faut savoir résister à tout un tas de choses qui sont proposées par la société. Et bien peu sont aptes à résister. Donc, ça ferait des mauvais hommes politiques. Parce que il est question de ça dans la République. Le chef d'État, ça doit être un philosophe en fait. Les dirigeants doivent être des philosophes, selon Platon. Mais pour ça, Platon pouvait peut-être vivre ça. Et encore, j'en suis pas sûr. Socrate, peut-être, certainement. Mais parce qu'il était posé sur lui, il changeait pas d'avis. Il avait une sorte d'assise, il avait une sagesse qu'il avait affrontée avec la guerre, etc. Il avait vécu des choses extrêmement costauds, Socrate, pour devenir. Oui, alors là, oui. Si Platon a pris comme modèle Socrate, c'est une chose. S'il prend les sophistes, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est pas n'importe qui peut arriver à être philosophe gouvernant. Et voilà. Lorsqu'on étudie la philosophie. Je ne sais pas, mais est-ce que vous me poseriez la même question à propos d'un peintre, d'un musicien? Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas une passion? Qu'un grand musicien, c'est pas celui qui a une passion pour la musique. Oui, mais un musicien à qui je dis est-ce que je peux vous présenter comme musicien dit oui. Un peintre dit oui, je suis peintre. Je vous demande est-ce que je peux vous présenter comme philosophe, vous dites ah non. Non, mais c'est donc bien je ne dis pas qu'il n'y a pas de philosophe. Je dis que moi, comparé à. Mais vous en connaissez Descartes, etc. Il en existe alors. Ah, vous n'en connaissez pas. Voilà. Non, mais c'est tout. J'ai la même passion qu'eux. Mais justement. Est-ce que j'ai la même capacité d'invention? Parce que on va y arriver. Il y a ça aussi. Simplement. Chez le philosophe, il y a cette capacité d'invention. Là, pourquoi est-ce que c'est un tournant à la fin du livre 5? Parce que Platon repart d'une différence qui est essentielle dans tous ces dialogues, depuis du premier jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. La différence entre opinion et savoir. Le philosophe, c'est celui qui possède un savoir. Bon, les autres hommes, la plupart des hommes, car regardez autour de nous, pensent plutôt par opinion. Et même la liberté d'exprimer ses opinions est devenue synonyme de liberté. Je suis pas sûr que ce soit un tel progrès. Enfin,
D'accord. On y reviendra peut-être. Alors, quelle est la différence entre ce savoir dont le philosophe se prévaut, il a un savoir... Enfin, il sait chercher la vérité, c'est parce qu'il sait posséder la vérité, il sait la chercher, il sait comment la chercher. Bon, il sait le minimum requis pour arriver à la découvrir. Et il sait surtout que philosopher, c'est être capable de découvrir et d'inventer plus que ce qu'on vous avait appris. On m'a dit de découvrir des vérités qui étaient restées. C'est vraiment intéressant, c'est génial. Ouais. Bon. C'est un créatif, quoi. Le problème, c'est que la distinction entre l'invention, l'opinion, pardon, et le savoir, c'est une distinction que, je sais pas, qui est devenue banale. On voit pas très bien l'intérêt de elle n'est pas banale du tout. Pourquoi? Parce qu'elle pose un problème dont n'importe quel sophiste peut se délecter, hein, comme quand Adimande dit à Socrate, arrête d'avancer tes pions pour me bloquer la discussion. C'est très facile de bloquer la discussion dans ce cas-là. Parce que qui fait la différence entre l'opinion et le savoir? L'opinion ou le savoir? Oui, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, Monique Dixot, avant de continuer à avancer, c'est d'écouter un texte dans lequel... On va arrêter là. Bon, c'est un texte dans lequel les sophistes vont être définis. Parce que pour définir ce qu'est un philosophe... Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. Et je reprends dans la foulée. Voilà. Bon, ben, il y a toujours des choses à créer après ces vidéos-là, ces audios. C'est vraiment extraordinaire. Et voilà, faut remercier tous ces passeurs qui nous éclaire comme ça. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce travail, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez faire des liens avec vos propres sites ou d'autres sites. Vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter surtout le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, à très bientôt, merci.